Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h38 sur Sud Radio. Éric Revel et Jean-François Achilly avec nous ce matin pour débattre des sujets, bien sûr, de la politique. On vient d'entendre à l'instant Emmanuel Grégoire. Bon, on voit qu'il y a une bataille, en fait, la bataille Dati-Grégoire, Jean-François Achilly qui est vraiment lancée. Ça se joue là. Et puis alors après, il y a les autres qui sont sur l'échiquier. Sarah Knafo, évidemment, Bournazel. Comment vous sentez en fait les choses avant de passer en fait aux autres sujets? C'est une position courageuse et difficile en même temps que prend Emmanuel Grégoire de dire qu'il n'y aura jamais d'accord au soir du premier tour. Ce n'est pas anecdotique parce que vous savez, dans les élections municipales comme ailleurs, quand les autres scrutins, il y a une sorte de principe de réalité. Il y a la pression au soir du premier tour des résultats avec souvent des pourcentages qui font que les politiques prennent des décisions quitte à se renier d'une heure sur l'autre, si je peux dire. Imaginons, c'est ce que je lui disais à Emmanuel Grégoire, que ce soir-là, Rachida Dati et Sarah Knafo arrivent devant les caméras, les micros, et bras dessus, bras dessous, disent on fait alliance. Ouais. Mais vous imaginez Emmanuel Grégoire dire moi, je ne touche pas à LFI, j'ai perdu, c'est la fin. Mais c'est, on va dire, ces partenaires qui s'entendent très bien avec LFI en réalité. Vous pensez à qui David Belliard, Yann Brossa, ils sont compatibles, ils ne sont pas d'accord sur tout, mais bon, ça c'est une posture pour être, on va dire, en dynamique de premier tour, mais ils diront, principe de réalité, ouvrons-nous, nous aussi, sinon c'est perdu. Oui, mais Emmanuel Grégoire, comme beaucoup d'autres élus, sans doute ne le dira pas. Je pense en fait à Toulouse, où même chose, il y a la possibilité, oui, bien sûr, pour le candidat socialiste, s'il faisait alliance avec LFI, évidemment, de gagner. Enfin, c'est un pari difficile. Hein. Oui, c'est un pari en fait difficile, effectivement. Ouais. Éric Revel, un mot ? Oui, enfin, il y a d'autres villes, je pense à la deuxième ville de France, Marseille, où on voit bien que ça y est, ils sont en train de discuter, le maire sortant Benoît Payan et monsieur Delogu pour la France Insoumise. Donc en fait, l'électeur, il est complètement paumé. Il y a des endroits où LFI est infréquentable, il y en a d'autres où ils sont fréquentables. Le Parti Socialiste, je pense, va être la grande victime électorale de ce qui est en train de se passer. Alors je dis pas que LFI va gonfler son stock de voix, mais les gens n'y comprennent rien. Vous avez des déclarations très fortes, oui, d'Emmanuel Grégoire au micro de Jean-François, vous avez des déclarations très fortes de François Hollande sur ce cordon sanitaire contre LFI, puis localement, vous avez déjà, en réalité, des listes communes. Il y a des endroits où vous avez déjà des socialistes et des gens apparentés LFI qui font liste commune. Alors c'est pas... Oui, mais si vous voulez, bon. Mais souvenez-vous, Pierre Jouvet du Parti Socialiste, qui, au fond, de façon très ouverte, nous avait dit à ce micro un matin, il y aura des accords locaux. Alors il le disait avant. Quentin. La mort de Quentin. Et donc, il y a peut-être eu une bascule, un tournant. Ouais. Mais le cynisme de Jean-Luc Mélenchon, en termes de stratégie électorale, c'est pas sûr que ce soit perdant. Il faut voir. Oui, parce que si vous voulez, les socialistes qui incarnent la social-démocratie, est-ce qu'ils vont être en capacité d'avoir un candidat au second tour? C'est à mon avis pas ce que les gens qui votent à gauche vont se dire. Ils vont peut-être aller à l'essentiel. Regardez par exemple à Marseille comment la liste de Madame Martine Vassal pour les LR est en train de se faire siphonner par celle du RN de Franck Alizio. C'est absolument incroyable. Donc vous savez, les électeurs, ils vont là où ils pensent pouvoir incarner leurs valeurs et leurs idées. Pour l'instant, même si Mélenchon est dans une impasse politique, c'est ce qu'on se dit tous, après ses sorties, mais incroyables, sur les journalistes, Jean-François en parlait. Mais vous savez, il faut voir. Il cultive ça, bien sûr. C'est du marketing. Jean-Luc Mélenchon, il est très bon là-dessus, bien sûr. Et il y a aussi le niveau d'acceptation de chacun. Chaque ville est un cas particulier, en quelque sorte. Regardez ce que disait, on prend l'élection capitale. Paris, c'est vrai que tous les regards sont concentrés, à tort ou à raison, sur Paris. Ce que disait Emmanuel Grégoire, les LFI ou Jean-Luc Mélenchon passent leur temps à m'insulter matin, midi et soir. Et ça, s'il y a une dimension personnelle aussi dans l'acceptation du jeu, du débat politique, jusqu'où chaque personnalité peut aller, jusqu'où quel renoncement elle peut aller, ça c'est une vraie question intime. Allez, la fin de vie, c'est un sujet important qui nous
touche au plus profond de nous-mêmes, puisque bien sûr, chacun. Est-ce qu'il faut débrancher, pas débrancher? Est-ce qu'il faut même des injections pour arrêter la vie si on est dans un cas où on ne peut plus s'en sortir? C'est extrêmement délicat. Là, il y a d'ailleurs l'euthanasie. Je cite le mot et je le mets entre guillemets, qui est prononcé par certains. Est-ce que c'est un acte de soin ou pas? C'est la véritable question. Au 0826 300 300, j'aimerais vous entendre pour savoir ce que vous en pensez. Si vous êtes opposé à cette loi ou si vous y êtes favorable. Dominique et Emmanuel sont avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmier libéral, Dominique, c'est ça. Voilà, tout à fait. Et Emmanuel, vous êtes aussi, alors vous n'êtes pas dans le milieu médical, mais vous êtes confronté personnellement à la fin de vie, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'ai été confrontée. Vous avez été confronté. On vous retrouve dans un instant tous les deux pour vous écouter, témoigner, bien sûr sur Sud Radio. Et j'invite tous les auditeurs aussi à appeler 0826 300 300. Est-ce que vous voulez qu'on décide pour vous à travers ça? Est-ce qu'il faudrait d'ailleurs un référendum sur la fin de vie? Ça avait été évoqué à un moment donné. 0826 300 300. Et puis je rappelle aussi, John, mon réalisateur, que vous pouvez toujours jouer. Vous avez encore un quart d'heure pour jouer et pour gagner du cash dans les petites enveloppes que je montre pour ceux qui nous regardent en vidéo. Cécile de Mélibus, Valérie Expert ou Perico Lagos et ses bretelles. Vous voterez tout à l'heure, vous envoyez Sud au 7 20 18 et vous avez du cash à gagner jusqu'à 500 € dans ces enveloppes. Tout ça à l'occasion de la sortie de... Ça passe plus vite que les envies, ça passe plus vite que les ennuis. Alors souris au temps qui passe. Ça vous donne envie de chanter sur le John Maman, n'est-ce pas, vous? Bien sûr, n'est-ce pas aussi, Éric Revel? Ah bah bien sûr, j'adore, j'adore. Le temps qui passe, je le regarde d'ailleurs, ça commence à m'affoler. Oh là. Non, pas de mélancolie ce matin, Éric Revel. Non, du bonheur, du bonheur. Non. Allez, 9h moins le quart. On se retrouve dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. 9h moins le quart, le grand débrief dans la matinale sur Sud Radio. Éric Revel, Jean-François Aquili, et puis vous, évidemment, au 0826 300 300, notamment Emmanuel, qui est avec nous à Toulouse. Et vous nous disiez, Emmanuel, que vous avez été confronté, justement, personnellement, à la fin de vie. C'est le sujet qu'on veut aborder ce matin. Donc, est-ce que vous êtes favorable ou pas à cette loi? Et dites-nous tout. Alors, déjà, merci de me donner la parole sur cette thématique qui est très délicate et que j'aborde vraiment très humblement. Alors, en ce qui me concerne, oui, je suis pour, évidemment sous certaines conditions. D'une maladie incurable à un stade terminal, avancé ou terminal, avec une personne lucide, capable de dire jusqu'au bout ce qu'elle veut et d'exprimer que c'est bien sa décision. Pourquoi? J'ai été confrontée à titre personnel à 2 reprises, notamment avec ma mère. Et je prends un exemple qui, à mon avis, touche pas que quelques personnes, touche encore des milliers de personnes. Une femme de 72 ans avec un cancer en stade terminal, lucide, qui sait qu'elle n'en a plus que pour quelques jours, c'est même pas une question de mois, et qui dit clairement, voilà, je veux que ça s'arrête. Et elle était, je vous assure, entourée médicalement, une équipe formidable. Elle était entourée psychologiquement. J'espère, nous l'avons entourée nous-mêmes avec beaucoup d'amour. Et ça a été pour nous une épreuve de ne pas pouvoir lui accorder cette ultime liberté. Parce que cette loi, parce que ce n'est pas possible, parce que c'est interdit. Et il faut savoir, et ça c'est un petit peu mon appel, que si on dit non à toutes ces personnes dans ces situations, on leur retire un droit, on leur retire la possibilité ultime de décider. On leur enlève une possibilité de choisir entre une sédation profonde qui existe déjà, auquel ma mère a pu avoir droit, ou cette liberté de dire non, je choisis, c'est maintenant.
Vous voyez ce que je veux dire? Et ça n'enlève rien le travail merveilleux que font les soins palliatifs, les accompagnants. Vous voyez ce que je veux dire? On est dans un pays de droit et au nom de peur, parfois de manque de connaissances, voire pire, parfois de religion, d'idées religieuses, on va priver ces gens de cette ultime liberté. Ouais. Voilà. Alors, non mais Emmanuel, c'est touchant. Restez en ligne avec nous. Vous continuez de nous appeler au 0826 300 300. Dominique est avec nous et lui est infirmier et plutôt opposé à cette loi. Dominique, vous venez d'entendre le témoignage touchant d'Emmanuel. Ouais. Vous la comprenez? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre alors? Alors déjà, je voudrais dire à Emmanuel que je suis très respectueux de ses propos. J'entends très très bien sa problématique. J'ai parfaitement conscience du débat actuel. Personnellement, donc moi je suis infirmier libéral dans une zone rurale, à l'extrême sud de la Dordogne. Je pratique les soins palliatifs depuis à peu près une vingtaine d'années. Je suis parti me former à la fac de médecine à Lyon, parce que soins palliatifs, ça s'improvise pas, bien sûr, il faut se former. À l'heure actuelle, donc, je voudrais juste dire que personnellement, je suis pas du tout opposé au fait de pouvoir administrer une substance létale à partir du moment où c'est parfaitement encadré, que tous les acteurs soient impliqués dans cette affaire. Par contre, je ne suis pas certain à l'heure actuelle du fait qu'il faille légiférer là-dessus. Sur cette thématique bien particulière. Pourquoi Parce que ça permet, je suis pas pour ou contre, hein, mais je dis ça permet de mettre un cadre légal, quoi, comme ce que déplorait Emmanuel, quoi. Alors je vais essayer de développer rapidement là-dessus. Oui, allez-y. Personnellement, j'ai accompagné de très très nombreuses personnes en fin de vie à l'hôpital, mais surtout à domicile. Le problème qui se pose à l'heure actuelle, je pense que la loi Claes-Leonetti est parfaitement bien faite. Elle se pratique dans de très très bonnes conditions, dans les modalités donc qu'elle stipule. Par contre, je pense qu'en France, à l'heure actuelle, et en 2026, personnellement, je trouve ça inacceptable. Déjà qu'il faille légiférer là-dessus. Je pense qu'en France, nous n'avons pas les moyens de nos ambitions. Nous n'avons plus les moyens de nos ambitions. C'est-à-dire que il y a quelques années, la pratique des soins palliatifs à domicile, et on le fait encore à l'heure actuelle tous les jours au sein de mon cabinet, puisqu'on a 80% de nos patients cancéreux et en fin de vie. Nous n'avons plus les moyens en France. C'est-à-dire qu'en fait, on développe des ambitions qui sont conséquentes, mais il n'y a rien qui suit derrière. Et ça, c'est une vraie problématique. Pour schématiser un petit peu, à l'heure actuelle, au moment où je vous parle, les hôpitaux, donc surtout en zone rurale, sont très éloignés. Les équipes mobiles de soins palliatifs qui sont parfaitement compétentes sont quasi inexistantes. Et on développe, donc effectivement, on part sur des substances létales administrées, alors qu'en fait, le minimum n'existe pas. C'est-à-dire que l'accompagnement des familles... Je comprends effectivement, Dominique. Voilà, je comprends les deux propos, hein, Jean-François Achilly et Éric Revel. Difficile de trancher autour de ça. C'est bien pour ça d'ailleurs que les débats sont plutôt tendu et qu'on a du mal à voter. C'est pas n'importe quoi d'ôter la vie, quoi. Hein. Mais si vous voulez, le diable de la fin de vie est dans les détails de cette loi. En fait, ce sont les garde-fous qu'il faut regarder de près. Or là, il n'y a pas d'accord à l'Assemblée nationale. Pourquoi je vous parle de garde-fous? Parce que ce type de loi a déjà été mis en place au Canada, par exemple, ou en Belgique. Et on voit bien les dérives potentielles. Là, récemment, un étudiant de 20 et quelques années qui était en coma, en Covid long, en Covid long, a demandé à être euthanasié parce que il souffrait psychologiquement, physiquement. Vous savez, j'en parlais à Jean-François tout à l'heure. Marie de Henzel, qui a écrit ce formidable livre en 1995, La mort intime, préfacé d'ailleurs par François Mitterrand, qui lui-même en 95 était en fin de vie. Bon. En fait, elle dénonçait le manque de soins palliatifs. Alors, on a fait un peu le chemin, mais pas suffisamment. Moi, le vrai sujet pour moi,
c'est le développement des soins palliatifs. Élysée, La mort sereine, qui vient d'être publiée par la même Marine de Henzel sur ce débat aux éditions Plomb. Vous allez voir, c'est édifiant. Jean-François rapidement, merci Emmanuel d'abord d'avoir exprimé les choses avec autant d'émotion tout à l'heure. Ce qui se passe aujourd'hui, le texte qui sera voté ou pas ce soir, c'est est-ce qu'il faut aller trop loin? C'est-à-dire désormais, grâce aux amendements, si je puis dire, on peut choisir entre s'auto-administrer la chose, le produit létal, ou avoir recours aux soignants qui ne le veulent pas. Et c'est vrai que, pour en avoir discuté avec Jean Leonetti, qui est à l'origine de la loi Claes-Leonetti, quelque part les choses se faisaient dans le secret, on va dire, médical, entre les patients et leurs soignants, et peut-être que légiférer là-dessus, y mettre trop de mots et trop de règles, attention à ce que ça ne devienne pas aussi un permis de mourir parce qu'il n'y a pas assez de soins palliatifs. Ça, c'est encore un autre aspect. Et même, on pourrait aller jusqu'au délit d'entrave. Délit d'entrave, c'est-à-dire si vous vous opposez à ça, et ça, c'est LFI qui avait introduit ça. J'aimerais vous entendre, vous continuez d'appeler 0826 300 300, vous aurez la parole après 9h avec Jean-François Achili dans La Vérité en face. Je remercie encore Emmanuel et Dominique, et comme eux, vous pouvez témoigner. Allez, on va terminer par... on avait commencé par LFI, qui est au cœur, évidemment, des discussions. Est-ce qu'il faut passer un accord ou pas pour les gens de gauche, les socialistes, en vue des municipales? Et bien sûr, les réseaux sociaux, vous nous avez parlé de la bataille de Lyon tout à l'heure. On continue avec vous, Benjamin Glaise, parce qu'à Lyon, Grégory Doucet et la candidate LFI n'excluent pas une alliance au second tour. Oui, et ce pour faire barrage aux favoris des sondages. Jean-Michel Aulas, tenez, on écoute d'abord la candidate insoumise, c'est la députée Anaïs Belloissa-Chérifi. Voici ce qu'elle répond quand on lui demande si elle est prête à se désister au second tour au profit du maire écologiste sortant ou à fusionner sa liste avec la sienne. C'était hier sur BFM TV. Sachez que ma priorité, c'est bien sûr que M. Aulas ne devienne pas le prochain maire de la ville de Lyon. Donc, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que ça ne soit pas le cas. Voilà, vous l'aurez compris, elle ne ferme pas la porte à une alliance ou à un accord au second tour avec Grégory Doucet. D'ailleurs, la question lui a été posée au maire sortant. Mon premier objectif, c'est de mettre en œuvre mon programme, tout mon programme et rien que mon programme. Et ça sera le même au premier et au deuxième. Mais ça veut dire que pour vous, la mort de Jean-Luc Mélenchon, ça. C'est tout le programme, rien que le programme. Donc c'est Jean-Luc Mélenchon qui a dit ça. Faites l'alliance dès maintenant, ça sera plus simple. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Grégory Doucet? J'ai un deuxième objectif, vous savez, c'est de faire en sorte que à Lyon, ne se déploie pas un projet rétrograde et passéiste. Et donc, si votre question c'est est-ce que je peux travailler avec Anaïs Belloissa-Chérifi, je vais vous répondre. Oui, je peux travailler avec Anaïs Belloissa-Chérifi à certaines conditions. Non, ici à Lyon, on ne désarmera pas la police. La police municipale est armée et elle agit avec beaucoup de professionnalisme et de sang-froid. Où dans ma majorité, il n'y aura personne impliqué de près ou de loin dans des actes de violence. Pour moi, les choses sont claires. Oui, et quand on parle de conditions, c'est qu'on envisage déjà une alliance finalement au second tour. Jean-Michel Aulas, il faut le dire, qui fait la course en tête dans les sondages et de loin 43% au premier tour. Le maire sortant Grégory Doucet est lui à 29%. La députée insoumise qu'on a entendue tout à l'heure à 10%. Et puis on a derrière aussi le centriste Georges Képénékian, 7%. Et pour l'UDR-RN, Alexandre Dupalais qui est à 6%. Oui, et on a entendu tout à l'heure que dans ce débat, Jean-Michel Aulas avait été mis un peu en difficulté par le candidat de l'UDR-RN, effectivement. Ouais, absolument. Merci. Et en tout cas, ça divise toujours les socialistes. Et ça, c'est clair. On le voit un peu partout. Emmanuel Grégoire a été fort et ferme dans son affichage tout à l'heure, mais il y aura vous l'avez des dit, accords de partout. De toute oui, à Marseille, effectivement, Benoît Payan, il ferme pas complètement la porte, évidemment, de Logu. De Logu qui était sur un scooter hier. Je sais pas si vous l'avez vu, sans casque. Mais c'est pas grave, allez. En sens inverse, quoi. Allez, on continue dans un instant. La vérité en face, Jean-François Achili.